Hola, bienvenido a la segunda emisión de Los Analfabetos Trascendantes. Je vous rappelle que derrière les illettrés transcendants se cachent Cindy Volant et Zachary Long, Marianne Laporte et Claire-Élisa Côté, Brandon Bateman et Thomas Ritchie. Étudiants et étudiantes de deuxième année du programme de langue, lettres et communication du Cégep de Sept-Îles, ils ont vu pour vous des films et des films et des films sortis récemment et lus Pas même le bruit d'un fleuve d'Hélène Dorion, nouveauté littéraire 2020. Place à leur chronique. Donc, nous recevons maintenant Cindy Volant qui va nous parler du film de Pods Mafia Inc. Pendant le confinement, nous avons eu beaucoup de temps pour regarder la télévision. Un des films que j'ai retenu, il s'agit de Mafia Inc., un film québécois réalisé par Daniel Groux, alias Pods. C'est un réalisateur talentueux et on peut le reconnaître grâce à des séries telles que Tu m'aimes-tu, Minuit le soir et 19-2. Jusqu'à aujourd'hui, il a réalisé plus de 190 épisodes, gagné 8 prix et reçu 18 nominations. Mafia Inc. est son plus récent film, sorti le 14 février 2020 en salle, mais maintenant disponible sur la plateforme Crave ou Vidéo sur demande. Ce film est en vedette Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte, Mylène McKay et Sergio Castellitto. Inspiré du livre qui porte le même nom, écrit par deux journalistes, André Noël et André Cédillo, qui relate la vie du clan Risotto, la famille d'une des plus grandes familles mafieuses de Montréal. Le film Mafia Inc. n'est pas un documentaire sur la famille Rizzuto. Pod s'est inspiré de quelques faits, mais il voulait créer sa propre histoire. C'est pourquoi il a changé le nom des personnages pour que les acteurs puissent s'approprier leur rôle. L'histoire se passe à Montréal dans le début des années 90 entre deux familles étroitement liées depuis plusieurs années. La famille Paterno, membre de la mafia italienne, et les Gamache. Henri Gamache est propriétaire d'une petite boutique de costumes sur mesure. Les Gamache, tailleurs de père en fils, habillent la famille depuis 3 générations. Les relations entre Henri Gamache et son fils sont tendues. La famille Paterno l'accueille donc et le considère comme leur propre fils. Vincent, qui travaille pour le parrain, organisera une transaction de stupéfiants qui ne sera pas approuvée. Et il commettra un crime odieux qui va déclencher une guerre fratricide qui n'épargnera personne. Mafia Inc. est un film dramatique avec plusieurs rebondissements. Conflits familiaux, trahison, vengeance, meurtre sanglant. La recette d'un bon film de gangster. Même si le sujet a été de nombreuses fois repris, Pods s'est démarqué en mettant l'accent sur l'aspect familial de la mafia de Montréal en réalisant quelques scènes de rassemblement dans l'immense demeure du parrain. Pods a réalisé des scènes percutantes filmées avec un réalisme cru et une violence parfois saisissante, comme lors de la scène où le jeune Vincent, qui veut faire partie du clan, va tuer un homme par défi du parrain. Cette scène est saisissante puisqu'on voit dans le visage de Vincent le doute et la peur. Mais à partir de ce moment, il deviendra un vrai gangster qui n'a peur de rien ni personne. J'ai aimé le film, il est bien fait, le décor nous ramène directement dans le Montréal des années 80. Par contre, étant donné que j'avais lu le livre, je trouvais ça difficile au début car j'avais déjà en tête les vrais hommes de la mafia. Je cherchais donc à reconnaître certains personnages ou endroits, mais sans succès. Le film est inspiré de la mafia, mais il a sa propre histoire. J'ai moins aimé les sous-titres du film puisque dans la grande majorité du film, les personnages parlent italien ou anglais. Donc, le fait de lire les sous-titres nous fait décrocher un peu de l'intensité du moment. Par contre, le jeu des acteurs a été pour moi le point fort. Les comédiens sont excellents, ils livrent une performance réaliste et touchante à la fois. Je recommande ce film québécois qui relate l'histoire de la famille mafieuse de Montréal. On peut y voir toute la corruption et la violence de cette famille. J'ai trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup, Cindy. Je dois avouer que c'est un excellent film monté comme un thriller. J'en garde encore après quelques mois des images qui me font toujours frissonner. Dans une note plus légère, Zachary, lui,
est allé au cinéma voir Mon cirque à moi de Myriam Bouchard. Oui, en effet, je suis allé voir le film Mon cirque à moi et ça m'a quand même bien plu. Même si c'est pas vraiment mon genre de film, c'est un film que j'ai apprécié. Ce film, c'est une comédie dramatique sortie en août de cette année et qui est réalisée par Myriam Bouchard. Myriam Bouchard est une jeune réalisatrice qui a notamment réalisé des épisodes dans des séries telles que M'entends-tu, L'échappée et Mon ex à moi. Le film Mon cirque à moi est en fait son premier long métrage en carrière. Myriam Bouchard s'est inspirée de son enfance pour réaliser ce film. L'histoire du film est basée quelque peu sur son histoire personnelle à elle. Le film est un hommage aussi à son père, Rénal Bouchard, qui est décédé en 2009. Il était un comédien, un poète et un clown. Pour revenir au film, en gros, le film raconte l'histoire d'une jeune fille appelée Laura, qui est jouée par Jasmine Lemay, qui rentre dans l'adolescence et qui commence à vouloir une vie plus normale de ce qu'elle vivait avant. Laura est la fille du clown Bill, qui est joué par Patrick Huard, qui lui est un amuseur de foule et qui refuse toutes les conventions et qu'il n'y a presque pas de règles pour lui. Comme par exemple, pour faire une sandwich aux tomates simple, il ne coupe pas des tranches comme n'importe qui d'autre le ferait. Il fait juste les écraser entre ses deux mains. Il trouve ça plus drôle et amusant de faire ça comme ça. Laura grandit donc dans un environnement qui est presque pas de règles et que tout est permis. Laura, c'est une élève très douée à l'école, mais à cause qu'elle est l'assistante de son père, elle doit souvent rater de l'école pour le suivre en tournée à travers le Québec. Mais elle commence à réaliser qu'un autre monde peut s'offrir à elle, même si ça ne correspond pas vraiment à celui de son père. Comme par exemple, elle veut aller dans une école plus adaptée à ses habiletés, mais n'ayant pas les moyens, son père refuse. Car il ne veut pas quitter un monde de fantaisie pour un monde plus conformiste et normal. À mon avis, le film compte plusieurs points forts, soit par exemple les costumes et le maquillage des personnages, que je trouve qui sont bien réussis, surtout ceux de clowns et des membres de cirque à travers le film, qu'on peut voir à travers le film, et plus lors d'une scène en particulier, lorsque plusieurs clowns et membres de cirque sont réunis ensemble pour les funérailles d'un de leurs compatriotes. Un autre point fort que je pourrais dire, c'est les personnages principaux, soit celui de Patrick Huard et de Jasmine Lemay, sont bien joués. Par exemple, on peut voir que malgré leur situation financière difficile et des événements malheureux qui leur arrivent, ils trouvent toujours un moyen de rire de la situation et de garder le sourire et d'être joyeux. Comme par exemple, lors d'une scène en particulier où que Bill est en cours devant un juge, il trouve le moyen de faire rire le monde autour de lui, malgré la situation sérieuse. Le seul défaut que je pourrais trouver à ce film est que le personnage de Mandy, qui est joué par Robin Aubert, qui est muet pour la majorité du film, il commence à parler vers la fin et ça gâche un peu son personnage. En gros, j'ai aimé le film et le fait que de l'écouter pour un cours m'a permis de trouver un film bon que je n'aurais sûrement pas visionné par moi-même. Alors, je recommande d'aller voir ce film. C'est un film que tout le monde peut apprécier avec une belle histoire, quelquefois plus comique et quelquefois plus sérieuse. Je peux même dire que c'est un film qui remonte le moral dans des temps plus difficiles d'aujourd'hui. Alors, oui, je le recommande pour d'aller voir ce film. Merci beaucoup, Zachary. Et sur cette chaude recommandation, petite pause musicale avec Le Clown, chanson écrite par Gianni Esposito en 1957 et interprétée ici par la chanteuse d'origine grecque, Angélique Ionatos. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon pour quelques spectateurs. Sur un petit violon pour quelques spectateurs.
ma che aveva fatto male sta povera creatura. Ma che aveva fatto male sta povera creatura. Ma che c'avete da ridere, portaglie iettatura. Ma che c'avete da ridere, portaglie iettatura. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Se voi non comprendete, si vous ne comprenez pas. Se voi non comprendete, si vous ne comprenez pas. Almeno non ridete, au moins ne riez pas. Almeno non ridete, au moins ne riez pas. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort. C'était Le Clown, interprété par Angélique Ionatos. Pour ce deuxième segment d'émission, Maria nous parlera de l'adaptation cinématographique du roman Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier, alors que Claire Elisa présentera, elle, de son côté, une critique de Pas même le bruit d'un fleuve, dernier roman de la poétesse Hélène Dorion. Marianne, tu as donc vu pour nous le dernier film de Louise Archambault. Qu'en as-tu pensé? Si vous ne connaissez pas Il pleuvait des oiseaux, vous vivez sur une autre planète, puisque ce livre a permis à Jocelyne Saucier de gagner de nombreux prix, dont 2 fois le prix littéraire des collégiens. Heureusement pour les cinéphiles, Louise Archambault, la même qui a réalisé le film Gabriel sorti en 2013, a adapté cette œuvre en magnifique long-métrage sorti en septembre 2019 et disponible sur la plateforme Crave. En fait, depuis longtemps, Jocelyne Saucier voulait écrire une histoire comme Il pleuvait des oiseaux, c'est-à-dire, et je la cite, un roman qui se passerait en forêt et qui aurait une structure fragmentée. Lorsqu'elle parle d'Il pleuvait des oiseaux, elle précise qu'il a été facile à écrire étant donné qu'il habitait depuis longtemps. La réalisatrice Louise Archambault a été touchée par cette œuvre de l'écrivaine et selon elle, c'est un récit qui fait du bien. Le côté brut des éléments, de la nature, mais aussi des personnages qui restent authentiques ressort bien. Le film débute sur une séquence où on voit un camp forestier que l'on situe en Abitibi. D'ailleurs, ce lieu est un point central du film et cette communauté que l'on dit fragilisée par sa situation géographique est d'ailleurs poussée à partir de cette même forêt qui la protège. Dans ce film, la nature prend tout son sens et toute la place, et la liberté est incontournable puisque les 3 vieillards au centre de l'histoire ont tous décidé de fuir la société et de s'unir dans un pacte de suicide si les choses devaient mal tourner. Tout au long du film, nous ferons la connaissance de personnages attachants et marginaux. Ils cultivent quand même du cannabis illégalement, je tiens à le souligner. Peu à peu, on apprend à les connaître et à comprendre leur mode de vie marginal. Il y a Tom, joué par Rémi Girard, Charlie, joué par Gilbert Sicotte, et Marie Desneiges, ultime rôle d'André Lachapelle. Ces personnages sont complétés par Steve, joué par Éric Robidoux, et Raphaël, interprété par Ève Landry. Pour résumer rapidement l'histoire sans trop en dire, après la mort de Boychuk, un rescapé des grands feux qui ne s'exprime que par la peinture,
La tante de Steve, Marie des Neiges, ira rester avec Tom et Charlie. Au départ, les deux hommes sont devant elle méfiants, mais finissent par l'adopter. Steve, qui tient un hôtel près des campements, leur apporte des rations et c'est en grande partie grâce à lui si les vieillards restent en vie. Raphaël, engagé pour un reportage photo sur les survivants des grands feux, se rapprochera de Steve et des trois ermites jusqu'à ce qu'un nouveau feu de forêt les force à quitter. J'ai bien aimé ce film, oui pour l'histoire, mais surtout pour les beaux paysages, la sensibilité du jeu des acteurs et leur mode de vie particulier. J'ai apprécié voir une histoire se passant dans la forêt. Je trouve que ça rejoint nos origines québécoises et mon goût de la chasse. De plus, le personnage de Marie des Neiges, autant que j'ai pris du temps à sympathiser avec elle et à la comprendre, elle était probablement un des points forts de ce film. Ce fut très touchant de voir sa vulnérabilité face à la nature. D'ailleurs, cette fragilité est accentuée par le jeu d'André Lachapelle qui doit rendre la naïveté d'une femme internée depuis 60 ans. Il faut souligner que c'est le dernier rôle de cette grande dame. Elle n'a d'ailleurs pas pu voir le film car elle était trop souffrante au moment de sa sortie. D'ailleurs, de manière générale, le jeu de tous les acteurs n'est rien de moins qu'excellent. De plus, je trouve important de souligner le travail de Mathieu Laverdière, directeur photo, qui met en avant la beauté de nos forêts québécoises. Par contre, j'ai moins aimé le rythme du film. Bien franchement, lors de la première heure, j'ai perdu à plusieurs reprises mon attention. Le rythme est lent et l'histoire débute un peu tard selon moi. De plus, je n'ai pas vraiment aimé la fin. Elle était pressée et ils ont dû faire vite pour quitter les lieux dus au feu de forêt. Et pour moi, la mort d'un animal domestique est toujours difficile. Bref, si vous aimez les drames et les classiques québécois, ce film est pour vous. Quel film magnifique, en effet, Marianne. Tous ces immenses lacs, ces immenses forêts, on a juste envie de se promener et de se baigner. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette critique. Et toi, Claire-Élisa, qu'as-tu à nous dire du dernier roman d'Hélène Dorion? Pas même le bruit d'un fleuve est donc le livre que j'ai lu. C'est un court roman, 184 pages, écrit par Hélène Dorion, auteure née à Québec le 21 avril 1958. Elle a publié son premier manuscrit, L'Intervalle prolongé, en 1983 aux éditions du Noroît, et en plus de 35 ans, Hélène Dorion continue sa carrière d'écrivaine, produisant plus d'une trentaine d'ouvrages, que ce soit de la poésie, des romans, des récits, des essais ou des albums jeunesse. Ils sont, pour la plupart, publiés dans une quinzaine de pays. En plus d'une reconnaissance à l'étranger, elle a obtenu plusieurs prix. Tout récemment encore, en 2019, Hélène Dorion a reçu le prix Athanas David pour sa contribution remarquable à la littérature québécoise, ce qui est, en littérature, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec. Autre que son métier d'écrivaine, elle a des activités de professeure, elle est animatrice de programmes poétiques dans les écoles, elle est éditrice, correspondante de sociétés de poésie et directrice de revue. Pas même le bruit d'un fleuve a été publié aux éditions Alto cette année, en 2020. Le titre est tiré d'un poème d'Yves Bonnefoy et certains des titres de chapitres sont aussi des citations, la liste complète se trouvant à la fin du roman. C'est un petit livre donc qui raconte l'histoire d'Anna et de sa mère Simone. À la mort de cette dernière, Anna décide de faire un voyage jusqu'à Kamouraska, le village natal de sa mère, afin de mieux comprendre l'histoire de celle-ci, mais plus Anna en apprendra et plus elle aura l'impression que sa mère était une parfaite inconnue, bien qu'elle se découvre davantage de liens avec Simone qu'elle ne l'imaginait. Les thèmes abordés dans le livre, ainsi que la majorité de ses œuvres, sont le deuil, la séparation, l'amour partagé, ceux-ci sont présents dans le cas de Simone et Antoine, l'amitié, Anna et Juliette par exemple, la force intérieure, la discipline, la recherche philosophique, la proximité et la beauté de la nature, la mer étant omniprésente ici. On retrouve dans Pas même le bruit d'un fleuve toute la force et le talent d'Hélène Dorion pour conjuguer paysage naturel et paysage humain. Un autre des points forts du roman se trouve dans sa composition. L'auteur nous fait voyager, certes le long du fleuve Saint-Laurent, mais également à travers le temps. Les chapitres sont divisés en différentes parties où l'on passe de l'année 2018, présent, jusqu'au passé, nous permettant de comprendre l'histoire de Simone qui n'est plus là pour la raconter. Je pense qu'il s'agit du premier ouvrage que j'ai lu où les changements temporels sont bien écrits. Même si on ne cesse de passer d'une époque à une autre, on arrive toujours à comprendre quand et où on est, les 10 passages étant amenés de manière logique et fluide. Ça se fait naturellement et cela rend la lecture
tellement plus facile. Toutefois, les changements de narrateur sont un peu moins réussis. L'histoire passe en effet de Anna en narrateur participant, écrit au « je », donc un narrateur plus omniscient raconté au « il » ou au « elle », prenant en compte les récits de sa mère, de sa grand-mère, de son père et d'Antoine, le premier amour de Simone. Les changements ne sont pas annoncés et c'est un peu mélangeant, bien que le roman reste bien lisible dans l'ensemble. On peut, dans Pas même le bruit d'un fleuve, remarquer l'influence des études en philosophie dans la démarche d'écrivaine d'Hélène Dorion, ce qui pourrait en rebuter certains. On peut également remarquer des extraits de poèmes de Rainer Maria Rilke, Charles Baudelaire, Dante, Hector de Saint-Denis-Garneau, Olga Dvossy et Kathleen Rehn dans le livre, et j'étais personnellement fière de reconnaître l'extrait de L'homme et la mer de Baudelaire. Sinon, fait intéressant à noter, si vous envisagez de lire l'œuvre touchante qu'est ce roman, comme je vous conseille, il est possible de trouver sur Spotify, en recherchant Hélène Dorion ou Pas même le bruit d'un fleuve, une liste de lectures des pièces qui ont accompagné l'écrivaine durant son écriture et ses relectures, et qui pourront à votre tour vous accompagner dans votre lecture. Eh bien, merci beaucoup Claire-Élisa pour cette belle critique du roman de Hélène Dorion, Pas même le bruit d'un fleuve. Et justement, pour nous accompagner dans cette pause musicale, je vous propose une pièce du compositeur espagnol Raoul Sun, Fluvial, pièce écoutée par Dorion pendant l'écriture de ce magnifique roman. Donc, c'était Fluvial du compositeur espagnol Raoul Sun,
Maintenant, pour le troisième et dernier bloc de cette deuxième émission des Illettrés transcendants, Brandon nous parlera des roses de Félix Rose, alors que Thomas nous présentera le film de Xavier Dolan, Mathias et Maxime. Brandon, la parole est à toi. Merci. Donc, oui, j'ai regardé le documentaire québécois Les Roses. C'est un documentaire sur la famille Rose et sur la fameuse crise d'octobre de 1970 qui a été réalisé par le fils même de Paul Rose, Félix Rose. On y retrouve les réalisateurs, son père Paul Rose, son oncle Jacques Rose et quelques autres membres de sa famille et du Front de libération du Québec. Le documentaire a été présenté comme film d'ouverture au festival Les Perséides en 2020 à Percé et a gagné le prix du meilleur film documentaire. Dans l'histoire, Paul Rose et le FLQ sont souvent représentés comme des terroristes, des révolutionnaires ou des extrémistes. Cependant, Félix Rose, ayant bien fait ses recherches et ayant été proche de son père et sa famille, nous démontre un côté des batailles livrées par cette organisation qu'on n'avait pas encore vu. Dans ce documentaire de 2 heures, on en apprend beaucoup plus sur le pourquoi et le comment ils se sont battus contre le gouvernement fédéraliste majoritairement anglais, qui laissait le peuple québécois dans des conditions de vie et de travail vraiment médiocres, voire inacceptables. De plus, Félix Rose nous montre tout au long du film beaucoup d'images et d'enregistrements très peu connus, et même inédits, ce qui amène une légitimité vraiment indéniable aux nombreux témoignages présents dans le documentaire. En plus de traiter du FLQ, les conditions de vie des Québécois du 20e siècle sont bien représentées. On peut voir un témoignage de Paul Rose et de son frère Jacques Rose sur ce sujet, qui nous disent que les Québécois étaient vraiment la risée du Canada à l'époque. C'étaient les exclus. Ceux sur qui le gouvernement et la population majoritairement anglophone marchaient sur la tête. On y apprend du fait même que ces conditions sont ce qui ont motivé la mère des 2 frères, Rose, à éveiller sa conscience sociale et vouloir militer pour l'amélioration des conditions du peuple canadien-français. C'est cette même conscience qu'elle a reléguée à ses fils Paul et Jacques. Pour appuyer leur témoignage, on y voit des images de policiers et de pompiers semer la terreur et même aller jusqu'à blesser des gens. L'événement tournant de la crise d'octobre, l'enlèvement du ministre de l'Immigration, du Travail et de la main-d'œuvre, Pierre Laporte, a été aussi en quelque sorte l'événement qui a mis fin au FLQ. Le documentaire traite beaucoup de cet aspect, de comment l'enlèvement s'est produit, le mode d'opération que le FLQ a employé, l'endroit dans lequel Pierre Laporte a été séquestré et de la manière dont il a été traité. Fait intéressant, Paul Rose n'était même pas présent lors de la mort du ministre, mais il a tout de même reçu une peine plus lourde que les autres qui, eux, étaient bien présents. De plus, la mort de Pierre Laporte serait supposément accidentelle, mais les hommes se sont tous mis d'accord pour prendre le blâme complet et assumer leurs responsabilités. Félix Rose, dans une entrevue avec Mario Dumont, explique que ce documentaire était aussi pour lui comme une certaine quête personnelle, lui qui n'a pas connu, étant plus jeune, le passé politique et criminel de son père. Il nous révèle que d'apprendre que son père avait déjà tué un ministre lui a fait tout un choc. Il ne l'a pas cru sur le coup. Il explique qu'il n'avait que 6 ou 7 ans et que c'est sa cousine qui lui a appris lorsqu'il était à l'école. Il est donc normal que tout cela, en plus de l'intérêt qu'il porte envers la politique et de l'événement de 1970, l'a poussé en quelque sorte à faire de ce documentaire afin d'en savoir plus et de montrer au peuple québécois comment et pourquoi c'est arrivé. Donc, je dirais que pour les Québécois qui sont fiers de l'être et les intéressés de la politique et de l'histoire du Québec, ce documentaire est certainement à regarder. Quoique je ne m'y connaissais pas énormément, j'ai appris plusieurs choses et j'ai pu apprécier ce film. Merci beaucoup, Brandon. Et après cette présentation du film documentaire Les Roses de Félix Rose, nous allons donner la parole à Thomas qui a vu pour nous Mathias et Maxime de Xavier Dolan. La parole est à toi, Thomas. Alors, le film que j'ai regardé dernièrement s'intitule Mathias et Maxime, le 8e long métrage du réalisateur, acteur et scénariste Xavier Dolan, sorti le 22 mai 2019 au Festival de Cannes, le 9 octobre 2019 au Québec et le 16 octobre en sortie nationale. Ce film a été une découverte en soi pour moi, non pas dans le contexte que le film traite, mais sur le fait que je n'ai jamais regardé de film réalisé par Xavier Dolan. Ceci est mon premier visionnage d'un de ces films. Le film raconte l'histoire de 2 amis d'enfance qui ont maintenant la trentaine. Mathias, joué par Gabriel d'Almeida Freitas, un avocat venant d'une famille bourgeoise,
et Maxime, joué par Xavier Dolan, un barman vivant dans un milieu difficile avec sa mère. Les deux se sont regroupés dans un chalet d'un de leurs amis, dans une fête de garçons, mais la sœur de Mathias a été invitée au chalet pour pouvoir filmer des scènes de son court-métrage pour l'école. Les acteurs d'Erika ne sont jamais venus pour filmer, donc elle implore aux garçons que 2 d'entre eux remplacent ces acteurs. Finalement, Mathias et Maxime acceptent de jouer dans son film après quelques hésitations. Cependant, les deux ont accepté sans savoir qu'ils devront s'embrasser dans le court-métrage. Après que les deux ont beaucoup réfléchi sur ce qu'ils devront faire, ils acceptent tout de même. Les 2 hommes pensaient que ce serait un baiser banal qu'ils oublieront rapidement, mais leur dynamique va drastiquement changer. Ils auront des réflexions profondes de leur sexualité pendant le restant du film et montrent comment les deux vivent leur vie quotidienne après cet événement inattendu. Mathias se disputera avec sa femme concernant sa distanciation envers ses amis. Maxime se disputera avec sa mère qui a des problèmes d'argent et de colère. Tout pour arriver au point culminant que les 2 hommes devront avouer leurs sentiments envers eux. Le film est doté d'une belle direction cinématographique, un bon jeu d'acteurs et un bon rythme. Je n'ai jamais pensé que le film progressait lentement. Pour être mon premier film de Xavier Dolan, que j'ai vu, c'était un très bon film à regarder. Freitas a été capable de bien montrer un personnage qui devient plus sombre, distant, sérieux et colérique envers son entourage. Dolan donne aussi un très bon jeu d'acteur en montrant sa frustration et sa colère envers sa mère. Et la musique est aussi très bien composée durant les moments calmes de réflexion du film. Mais j'ai trouvé que le film n'était pas parfait et qu'il y avait quelques défauts apparents. En termes de montage, il y a 2 moments précis dans le film qui sont en avance rapide littéralement et que je trouve qu'ils n'ont pas vraiment été utilisés d'une manière intéressante et fluide. Cela pourrait être facilement remplacé par des scènes normales avec une musique en fond et ce serait plus propre et naturel au film. Deuxièmement, beaucoup des personnages secondaires du film sont soit énervants ou très peu développés. Je cite quelques exemples comme Erika, la femme de Mathias, la petite amie de Maxime et les amis des 2 garçons dans le chalet. Le personnage de Maxime ne semble pas trop mettre en question sa sexualité après son baiser avec Mathias. Ce qui m'a induit en erreur parce que je croyais qu'il avait vraiment trouvé le baiser vraiment banal pendant la durée complète du film, comparé à Mathias. Et finalement, je n'ai pas aimé que le film n'a pas donné une vraie conclusion avec la relation entre les 2 protagonistes. Le film finit très soudainement. Est-ce que je recommande le film? Oui. Il n'y a rien de mal à vouloir l'écouter. Ce ne sera pas un film qui me donnera envie de vouloir réécouter plusieurs fois à l'avenir. C'est un bon film avec des défauts, mais ce n'est pas un film à devoir écouter immédiatement. Bien, merci beaucoup, Thomas, et quelle générosité de partager avec nous toutes ces découvertes que vous avez faites. Merci infiniment à vous 6. On se revoit sous peu pour une nouvelle émission sur la littérature liée au confinement et on se laisse aussi en musique avec la dernière chanson de Pierre Lapointe, chantée en duo avec le chanteur français Mika, 6 heures d'avion nous séparent. À très bientôt tout le monde. J'ai souvenir de ton cœur de glace, de mes analyses magistrales. Le temps s'est figé, plus de menaces. J'espère que toi aussi t'as mal. Ce soir il neige sur Montréal. La blancheur tombée de l'espace sur le vacarme de ma vie disparaîtra sans une trace. Notre amour s'est évanoui. Ce soir il neige sur Paris. 6 heures d'avion nous séparent, pourtant t'es encore bien trop près. Depuis des mois l'hiver se prépare, maintenant il est là pour de vrai. On a tous 2 perdu la face dans une confusion générale. De notre amour pourrit la carcasse, loin de la chaleur tropicale. Ce soir il neige sur Montréal.
L'amour est parfois dégueulasse, mais à quoi bon rester aigri? La haine et les larmes se passent, un jour oui nous serons guéris. Mais ce soir il neige sur Paris. 6 heures d'avion nous séparent, pourtant t'es encore bien trop près. Depuis des mois l'hiver se prépare, maintenant il est là pour de vrai. Quand l'été sera de retour, on pourra peut-être parler. Pour l'instant c'est beaucoup trop lourd, on s'est déjà trop fait pleurer. Nous sépare, pourtant t'es encore bien trop près. Depuis des mois l'hiver se prépare,